commencer en force. Parce que demain et mercredi, ce seront 2 matchs qu'on ne veut pas rater. Comme, je ne sais pas si mes amis français, mes amis belges sont comme mes amis italiens. Mes amis italiens, quand leur équipe est impliquée dans une affiche du genre demi-finale de la Coupe du Monde, il y a une de leurs grand-mères, une autre, leurs 27 grand-mères qui meurent. Ils doivent prendre congé parce qu'ils ont une grand-maman qui meurt. J'ai jamais vu personne d'autre que les Italiens avoir autant de grand-mamans. Depuis 35 ans. Il y en a au moins une qui meurt aux 4 ans. Parce que le match, cette année, il n'y en a pas une. Ils vont tous être en vie. Mais d'habitude. Je vous présente tout de suite mes premiers invités. Nilton George, qui est chroniqueur à Cannes Foot Club et dans les coulisses. Sidney Fowell, chroniqueur de Cannes Foot Club, ça c'est du tongue twister, et Trop de Poutine. Et Éric Chenois, fondateur du blog Vie au Parc. Messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors là, on va y aller dans l'ordre, parce que Sidney est français, Éric est d'origine belge, et Nilton est exclu. Sera la voix de la sagesse et de la médiation. Oh boy. Ça, c'est de la pression. Ouais, beaucoup. On commence fort. On commence très fort. Messieurs, est-ce que vous allez bien dormir? Je vais poser la question d'abord à Sidney et à Éric. Est-ce que vous allez bien dormir ce soir? Oui. On aura du beau football demain. On a déjà vécu beaucoup, avec de très belles émotions. Donc oui, tout à fait. Très bien dormir. Probablement pas, non. Il y a plus de stress chez les Belges que chez les Français, quoi. Ben ouais, parce qu'on est attendu, quoi. C'est la génération dorée, puis si on regarde un petit peu où on s'en va, je pense que c'est maintenant ou probablement jamais, donc ça rajoute beaucoup de pression. Que doivent faire les Belges pour l'emporter contre la France? Gagner. C'est aussi simple que ça. Écoute, les déjouer tactiquement comme on a fait avec le Brésil. Je pense que ça va se jouer à ça. Ça va être qui va être le plus intelligent, parce que point de vue talent, je pense que le talent est présent des deux côtés. Comme disait Sidney, ça va être un beau match, ça va être du beau foot. Puis ça va se jouer, je pense, dans la tête des gars. Mais contre le Brésil en deuxième demi, t'as fait combien d'infarctus exactement? Parce que les Brésiliens ont manqué des opportunités absolument incroyables. Je te dirais que j'en ai fait 2 de moins que contre le Japon. C'était beaucoup plus difficile contre le Japon, honnêtement. C'était des grosses émotions. Mais oui, la deuxième mi-temps, on va pas se le cacher, ça a été plus difficile là, pour la Belgique, mais ils l'ont gagné au courage. Donc il y a pas grand-chose qu'ils ont pas fait dans ce tournoi-là, donc on est confiant. Sidney, toi tu sembles zen, totalement serein. Est-ce que tu seras serein et zen demain après-midi vers 13h30? Oui, parce que j'ai peut-être une approche un peu différente d'Éric. On sort quand même d'une finale de l'Euro. On avait dans une grande partie, ce tournoi est déjà une réussite pour l'équipe de France, où finalement les attentes, de manière curieuse, mais étaient moins grandes pour l'équipe de France qu'elle est pour l'équipe de la Belgique, qui a effectivement sa entre guillemets génération dorée, mais pas entre guillemets parce que c'est comme ça qu'on la qualifie, elle le mérite pleinement. Pour l'équipe de France, c'était un petit peu une boîte de chocolat là, comme dans Forrest Gump. On savait pas trop qu'est-ce qu'on allait tomber. C'est une équipe qui peut en coller 4 à l'Argentine, en 0 à l'Australie. C'est l'équipe de France. Hein. C'est un peu compliqué de savoir sur quoi on va tomber. Donc on a vibré, ce qu'on souhaitait depuis pas mal de temps. La dernière fois c'était contre l'Allemagne, le 2-1 en demi-finale. On va pas compter l'Islande, le 5-2 à l'Euro quand même, c'est l'Islande. Mais on a beaucoup vibré contre l'Argentine, contre l'Uruguay. En soi, c'est déjà une réussite. On pourrait dire que le reste c'est du bonus. Ce serait pas honteux de perdre contre cette très belle équipe de Belgique. Ce serait une joie indescriptible de gagner, de se rendre en finale pour cette belle génération. C'est de la deuxième équipe la plus jeune du mondial quand même. Il faut le souligner. Donc voilà, serein dans le sens où voilà, on est dans le moment présent, on profite. Dans tous les cas, il reste 2 matchs pour toutes les équipes qui sont en lice. Donc voilà. D'ailleurs, Nilton, j'ai quasiment envie de te poser la question. Est-ce qu'on est en train d'assister à un renouveau sur la planète soccer, avec justement de nouvelles stars, de nouveaux jeunes joueurs qui n'ont pas de complexe devant quiconque? Exactement. Je peux totalement comprendre Éric présentement, parce qu'il y a 2 ans, je pensais être calme avant une finale contre la France, puis non, ça prend le bord en 30 minutes. Je vois comme un décalage entre la France et la Belgique en 20 ans. Si on avait posé la question il y a 20 ans à Sidney au même âge, mettons, là. Oui, c'est ça. Il aurait été beaucoup plus stressé. Les Français ont été habitués dans les dernières années
ils sont confiants dans des situations de stress, des matchs à grands enjeux. Les Français sont habitués en sélection de réussir. Mais les Belges, dans les clubs, ils sont habitués aussi. Ils ont cette habitude dans les Ligues des Champions. Ils jouent dans les plus grands clubs. Moi, si j'avais à choisir en tant que neutre, si je veux une équipe, moi, je veux l'équipe belge. C'est la plus complète. C'est les joueurs qui ont... Elle a plus de profondeur que l'équipe française. Pas seulement la profondeur, mais les joueurs clés le sont davantage clés, si on veut, que les Français. Moi, avoir un De Bruyne sur le terrain, c'est un must. Ce joueur-là peut influencer à lui tout seul le match. On a eu quelques flashs de Mbappé, mais il s'est aussi... il a un peu disparu dans d'autres matchs. Griezmann est toujours un peu attendu, il travaille très fort, mais l'efficacité est pas là. Giroud fait un travail énorme pour le collectif, mais c'est pas lui qui marque les buts. La Belgique, dans son ensemble, même si c'est pas nécessairement les favoris chez les analystes ou les preneurs au livre, c'est clairement l'équipe la plus forte tant qu'à moi. La Belgique a marqué 14 buts en 5 matchs. La France en a 9 en autant de matchs. Plusieurs vont dire que la grande différence, c'est la défensive, cette forteresse française qui n'a pas beaucoup concédé aux adversaires. Oui, la charnière qui était aussi un point d'interrogation. On perd quand même le meilleur défenseur français en ce moment, qui était Koscielny, qui est tombé au combat juste avant le début de la compétition. Donc c'était une interrogation de voir comment Varane et Umtiti allaient répondre. Puis sur les côtés, personne n'aurait prédit, même il y a 6 mois, que ce serait Hernandez et Pavard qui seraient en demi-finale de la Coupe du Monde et qui se retrouveraient aussi assez décisifs dans leur jeu. Donc c'est un petit peu, comme je te disais tantôt, des belles surprises qu'on peut attendre, et il pourrait aussi complètement s'écrouler contre Lukaku, contre De Bruyne, contre Hazard, contre Mertens. Voilà, la force offensive belge, elle a rien à prouver. Elle a déjà démontré que dans différents aspects du jeu. Moi, ce que j'apprécie beaucoup du côté belge, c'est phase arrêtée, extrêmement dangereux. C'est peut-être l'équipe la plus grande du tournoi, à vérifier, mais moi je les vois, je vois 11 colosses sur le terrain. En transition, je pense que le deuxième but, le but de De Bruyne, il faut le voir à partir de la course de Lukaku. C'est vraiment intéressant ce que montre cette équipe dans différentes phases de jeu. Et donc la France est armée pour répondre à ce défi, mais 14-8-9, c'est pas non plus un hasard, malgré justement le talent qu'ont les Mbappé, les Griezmann, etc. Justement, Eric, côté belge, pour arrêter le trio Mbappé, Griezmann, Giroud, Mbappé dont la vitesse ne cesse de m'ébahir, c'est quoi? Je sais que les Belges sont forts sur la contre-attaque. Ça peut nous donner un match complètement débridé, mais pour stopper Mbappé, Griezmann et Giroud, c'est quoi la clé? Oh, la clé est dans la poche de Martinez en ce moment. Qu'est-ce qui va nous sortir? C'est difficile à dire parce que bon, quand il est arrivé contre le Brésil, on se posait toutes sortes de questions, on avait toutes sortes de théories, et puis finalement, il est arrivé avec quelque chose de complètement différent où il a pris De Bruyne et il est allé le placer presque en centre avant. Tout le Brésil et toute la planète en fait ne savait plus ce qui se passait. C'est comme ça qu'il a réussi à déstabiliser le Brésil. Donc, qu'est-ce qu'il va faire contre la France? Très très difficile à dire, mais oui, bon, c'est sûr que pour contrer un Mbappé qui est très très rapide, on n'a peut-être pas nécessairement la rapidité pour le suivre. Là. On a des défenseurs qui sont très bons peut-être dans leur positionnement, mais peut-être moins quand il faut réagir rapidement et courir après un ballon. Donc ça peut être une clé pour la France à ce niveau-là. Prédiction? Je vais m'abstenir. Par superstition? Par superstition et par respect aussi pour l'équipe de France. Je veux pas dire qu'on va gagner, je veux pas dire qu'on va perdre, on le verra demain. Est-ce que toi tu te mouilles, Sidney? Oui, si je devais me mouiller, à grande surprise peut-être de beaucoup, je vois la Belgique l'emporter. Je pense que ce sera un gros défi pour l'équipe de France. C'est une équipe qui, ici, c'était le Brésil, avec le prestige du maillot et des 5 étoiles. Je sais que la France aurait donné son A-game, comme on dit. Là, il y a peut-être inconsciemment un complexe de supériorité qui est dû à l'histoire respective au niveau sportif des deux nations. Et je
vois bien la France se faire surprendre un peu à la brésilienne, que finalement le but à la 15e minute un peu d'ailleurs, et puis on se dit le Brésil doit l'emporter, mais finalement non, le Brésil perd. Donc si je devais un pronostic, voilà. Nilton George. Moi, j'ai très hâte de voir la bataille de Bruyne contre N'Golo Kanté. Kanté contre De Bruyne, ça va être assez spectaculaire. J'ai hâte de voir le positionnement de Bruyne justement pour le sortir de ses pattes. Je vois contrairement à toi, Charles-André, je vois un match qui va être assez terne parce que personne va vouloir donner d'espace. Les Belges voudront pas donner d'espace à Mbappé. Les Français sont capables de tenir un jeu assez fermé pendant très très longtemps. Ça risque de finir en pénalty, et en pénalty, là tout est possible. C'est dans la tête. Mais là, on se parlait entre francophones parce qu'on partage cet élément-là. En finale, on rêve de la Croatie ou des British. It's coming home, comme ils disent les Anglais. Là. C'est le nouveau mot trend sur Twitter. Les Anglais sont hyper confiants. C'est peut-être une des équipes qui se la coule un peu douce là pendant et qui contrôle ses matchs. Je la sens pas mal bien pour les Anglais. Ils face à des Croates qui sont fatigués. Ils ont été très très performants au début de tournoi. Là, ça fait 2 matchs qui jusqu'au bout. Les jambes de Modric et de Rakitic restent d'être lourdes. Ça sent bon pour les Anglais. Moi je vois la Croatie, je trouve que c'est le meilleur collectif qu'on a pu voir dans cette compétition. Testé aussi, c'est sûr qu'ils seront fatigués, ils pensaient pas faire les pénaltys contre les Russes. Mais non, la Croatie, Rakitic, Modric, Mancusic, c'est vraiment c'est beau, c'est une équipe qui a tout pour aller au bout et vraiment soulever la coupe quel que soit l'adversaire, France ou Belgique. Donc la Croatie, mais c'est vrai que l'Angleterre tout semble leur sourire en ce moment à ces Anglais donc. Eric, je vois l'Angleterre aussi. Ce qui serait bien à ce niveau-là, c'est si de la Belgique et l'Angleterre passe, on aura le Belgique-Angleterre qu'on n'a pas eu dans la phase de groupe. Donc peut-être que là, les Anglais vont décider de jouer, donc ça pourrait être intéressant. Effectivement. Le moment marquant du tournoi, ou pour vous? S'il y a un moment, là, vous dites ça, c'est... c'est probablement un moment qui est pas nécessairement foot, mais qui va servir le foot, c'est Neymar. Neymar a tellement fait de mal au niveau de l'image. Même au Brésil, ça va pas super bien pour lui, pour Neymar. Neymar est obsédé par la Coupe du Monde. Mm-hmm. Sa blessure, c'est un bon timing pour pouvoir être prêt pour la Coupe du Monde. Il a tout fait pour ça, puis finalement, ça nuit à Neymar, puis ça va peut-être aider au foot éventuellement. Heureusement, à l'inverse, il y a un gardien croate qui a joué en dépit d'une blessure, de douleur, qui a été tout simplement héroïque contre la Russie. Ça nous fait oublier qu'il y en a un qui faisait du théâtre, puis l'autre, il jouait en souffrant, puis il l'a fait de brillante façon. Un moment marquant pour toi? C'est sûr, la reprise de volée de Pavard pour égaliser contre l'Argentine, pour moi ça sera un grand moment marquant. Mais je pense aussi la victoire des collectifs. Comme Nilton dit que Neymar était obsédé par la Coupe du Monde, je pense qu'il est un peu moins obsédé que Ronaldo et Messi. Et j'ai mis un tweet que Nilton avait dit, tout le monde veut voir Portugal-Argentine, et je me suis dit, mais complètement pas, en fait. Je sais pas d'où tu sors ça, je sais pas d'où ça vient, ce côté un peu Messi, Ronaldo, genre non, ça ne m'intéresse pas du tout. Nous, nos nations, c'est ça qu'on veut voir le plus loin possible, et de voir que ce petit... Un ami. Ouais, non, que ce petit côté des superstars, etc., qui dégagent assez rapidement, j'ai aussi apprécié de voir les collectifs primés. Eric, ton moment du tournoi? D'un point de vue personnel, le but de Shaggy contre le Japon, ça, c'est clair. Puis ça pourrait être aussi le moment clé du tournoi, là, si ça se passe bien pour la Belgique par la suite. Sinon, je pense que la déroute de l'Angleterre de l'Allemagne, ça c'est, je pense que ça a donné un petit peu le ton pour le reste du tournoi aussi. Là. C'est intéressant de voir que tout le monde pense être capable de gagner dans cette Coupe du Monde, puis c'est super intéressant. Qui risque d'être nommé le joueur du tournoi? Qui risque d'être celui qui a le plus gagné dans ce tournoi? C'est difficile à dire parce qu'il y a vraiment au moins 4 candidats très légitimes, que ce soit Kane, Modric, que ce soit Hazard ou Lukaku peut-être. Et du côté français, voilà, Mbappé ou Griezmann. Donc ce sera quasiment forcément une équipe. Oui, c'est impossible à déterminer. Ça va être, c'est sûr que dans les 2 prochains jours, on va décider du joueur du tournoi. Mais encore, de façon neutre,
De Bruyne jusqu'à maintenant, avec une petite coche en dessous de Modric, m'ont beaucoup impressionné. Un petit côté aussi pour les milieux de terrain, là, c'est toujours selon moi, les plus beaux joueurs à regarder sur un terrain. La plus grande surprise, c'était qui? Ça a été quoi? La Russie. Oui. La Russie. Tout le monde ridiculisait la sélection. Ça a été un peu le bordel aussi dans la composition de l'équipe. Le sélectionneur, son rôle, il était très contesté. Et finalement, on s'est rendu compte que dans un tournoi, il n'y a pas juste... il y a toute l'atmosphère qui peut transformer une équipe. Il suffit d'un petit moment magique qui transforme un tournoi. Tu sais, les Belges sont à 30 secondes peut-être d'une élimination. Ils vont finalement peut-être se retrouver en finale. Ça va vite au foot, là. Mais les Russes, ça a été très surprenant leur parcours. Vous êtes d'accord, messieurs? Ouais, pas mal. Puis aussi le fait que l'Angleterre a gagné au pénalty. Ça reste On vient de perdre une blague là, pour l'éternité. Voilà, c'est la plus grande déception. On a parlé de l'Allemagne. L'Argentine, à un certain moment, s'est reprise en main, mais on a l'impression qu'ils ont joué vers la fin, malgré leur entraîneur, leur sélectionneur. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les deux grandes déceptions de ce tournoi? L'Argentine, il faut pas oublier qu'ils ont été qualifiés, ils se sont qualifiés à la dernière minute, là, grâce à un Messi extraordinaire en qualif. Donc c'est pas une grande surprise, mais comme Eric a dit, on voyait tellement l'Allemagne aller jusqu'au bout. Ils avaient gagné la Coupe de la Confédération avec une équipe B, ils dominaient les matchs, il y avait aucun doute chez personne que l'Allemagne était destinée à la finale. Mais l'Espagne m'a déçu. L'Espagne a pas affiché une seule fois une image d'équipe dominante. Là. Puis pourtant, ils avaient tout pour. Ça se partage entre Espagne, Allemagne et Brésil. C'est trois équipes qui étaient favoris de très loin pour tout le monde et qui n'ont pas finalement montré grand-chose durant cette compétition. Donc déception, c'est toujours en rapport avec les attentes. Les attentes étaient très élevées pour ces trois nations, à juste titre, et le résultat était assez décevant. On a eu des grands matchs depuis le début de cette Coupe du Monde. Je dirais qu'on en a eu beaucoup plus que de mauvais matchs. Est-ce que ça nous réconforte avec l'idée de rajouter des équipes pour le prochain tournoi? Il y a vraiment deux clans. Il y a les puristes qui répètent tournoi après tournoi que si on ajoute des clubs, on est en train d'ajouter des matchs à peu d'intérêt. Moi, je suis dans l'autre clan. Je suis un puriste du foot, mais j'aime voir certaines nations vivre l'expérience des grands tournois. C'est pas vrai que c'est exclusivement pour les grandes nations, ces tournois-là. Là, on s'est habitué, là. L'Islande, c'est merveilleux ce qui se passe là. Il y a de la place aussi pour d'autres pays dans d'autres continents, voir les pays asiatiques réussir aussi à un certain niveau. Puis imaginez 2 secondes l'équipe canadienne voir, disons, un Samuel Piette sur le terrain essayer de défendre contre Neymar. C'est quelque chose qu'on rêve tous, là. Donc moi je suis pour jusqu'à un certain niveau à augmenter le nombre de places. Je vois que Eric n'est pas d'accord. Je suis dans l'autre clan. En même temps, on vient de vivre on vit encore une Coupe du Monde qui est fantastique. Alors pourquoi changer le format, quoi? Ça se limite à ça, quoi. Je veux dire, ce qu'on a en ce moment, c'est du spectacle de haut niveau. Il y a personne qui a trouvé ça plate. Il y a personne qui s'est ennuyé. Pourquoi changer? Sydney? Bon, c'est un fait, hein. Il y aura 48 équipes dès la prochaine édition, donc dont 9 équipes africaines, ce qui est cool pour les autres confédérations. Je pense que samedi, on s'était un petit peu ennuyé, hein. Les matchs UEFA, c'est aussi ça, c'est fermé, bon, ça c'est physique. Donc j'aime bien le clash entre les différentes confédérations. Donc je vais prendre ça avec grand plaisir. Plus on est de foot, plus on rit. Nilton George, chroniqueur à Cannes Foot Club et dans les coulisses, Sidney Fowo, chroniqueur à Cannes Foot Club et Trop de Poutine. Éric Chenois, fondateur du blog Vieux Parc. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. On va tout